Nous débutons donc cette leçon H5 sur la mise en œuvre du projet républicain de la Troisième République avec ce grand 1 qui s'intitule La difficile fondation de la Troisième République de 1870 à 1879. Dans cette première partie, l'objectif sera de montrer que cette République va véritablement naître dans un contexte très difficile, ce que vous allez voir, et qu'elle ne pourra véritablement s'affirmer qu'à partir de 1879. Donc cette bande chronologique est très importante et vous devez la retenir. Première difficulté de cette Troisième République, elle naît donc en pleine guerre face à la Prusse et elle va perdre cette guerre. Nous sommes au cours de l'été 1870. La France est alors gouvernée par cet homme, Napoléon III, empereur de France, qui est à cette époque, comme vous le voyez sur cette photographie, malade. Il a vieilli prématurément, il est excessivement malade. Napoléon III décide de déclarer la guerre à la Prusse, avec laquelle il se dispute le contrôle de la politique européenne. Sauf que, très rapidement, comme vous le voyez juste ici, contre toute attente, l'armée prussienne envahit très très vite le territoire français. Une bataille a lieu à Sedan. Et Napoléon III, empereur français, est alors capturé à Sedan par l'armée prussienne. La nouvelle arrive à Paris et 2 jours plus tard, les députés de l'opposition républicaine, parmi lesquels Léon Gambetta, que vous voyez juste ici, proclament alors la Troisième République. Ils profitent en réalité de la capture de Napoléon III pour proclamer cette Troisième République. Ils mettent en place un gouvernement provisoire qui s'appelle un gouvernement de défense nationale dans le contexte de la guerre face à la Prusse. La guerre continue. La proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870 ne met en rien un terme à cette guerre contre la Prusse. L'armée prussienne continue son avancée et pénètre encore davantage sur le territoire français. Ils finissent par encercler Paris. C'est ce qu'on appelle le siège de Paris qui va durer plus de 4 mois. Vous avez regardé une vidéo à cet égard, donc normalement, ce que je vous explique, vous devez un peu le maîtriser. Les Prussiens bloquent les entrées et les sorties de la ville. Paris a faim, la famine est partout. Les Parisiens seront même dans l'obligation pour certains de se nourrir en mangeant des rats. Les animaux du jardin des plantes seront également consommés. C'est un désastre. Paris a également très froid. Mais les Parisiens, malgré tout, résistent. En effet, comme vous le voyez ici, ils défendent la ville avec héroïsme. Le gouvernement appelle les Parisiens à s'engager dans la garde nationale. Qu'est-ce que c'est la garde nationale? C'est une milice de citoyens, ce n'est pas une armée de métier. Ce sont des citoyens qui vont donc être armés et qui vont prendre les armes pour défendre la ville dans cette garde nationale. Plus de 250 000 Parisiens s'engagent dans la garde nationale pour tenter de défendre à tout prix Paris contre l'invasion prussienne. Néanmoins, et malgré cet héroïsme des Parisiens, le gouvernement français va décider le 28 janvier 1871, face à la situation militaire très compliquée, de signer l'armistice ce 28 janvier 1871 avec ce qui est devenu l'Allemagne, puisqu'entre-temps l'Allemagne s'est unifiée. On ne parle alors plus de Prusse, mais bel et bien d'Allemagne. C'est une large défaite pour la France qui est vue par de nombreux Français comme une humiliation. Puisque la France, 4 mois plus tard, il y aura le traité de paix qui va être signé avec l'Allemagne après cet armistice. Et dans ce traité de paix, on va imposer à la France de lourdes sanctions, parmi lesquelles notamment la perte d'une partie de son territoire, c'est-à-dire ce que vous voyez ici assuré, l'Alsace et une partie de la Lorraine, en réalité la Moselle. La France est donc amputée d'une partie de son territoire. On lui impose également le paiement d'une lourde dette, d'une lourde sanction financière et même l'occupation du territoire français par l'armée allemande tant que cette dette ne sera pas remboursée. Ce sont donc de lourdes sanctions et cette Troisième République est née dans un tel contexte, c'est-à-dire tout d'abord la guerre, puis la défaite et les sanctions qui en résultent. En plus de la défaite face à la Prusse et des sanctions que cette défaite engendre, cette toute nouvelle République, la Troisième, est confrontée, alors même qu'elle n'a même pas 1 an, à un épisode sanglant qui va profondément marquer les mémoires,
qui se nomme la Commune de Paris. Vous avez donc déjà regardé une vidéo sur la Commune de Paris et donc vous avez l'essentiel déjà en tête, je l'espère. Cette Commune de Paris qui dure de fait 2 mois va donner lieu à une véritable guerre civile en France entre les troupes gouvernementales, l'armée et les Parisiens. Avant d'étudier à proprement parler la Commune de Paris, nous allons déjà voir dans quel contexte cette commune va naître. Pourquoi est-ce que les Parisiens vont se soulever? Tout d'abord, nous voilà en février 1871. Je vous rappelle que l'armistice avec l'Allemagne a été signé le 28 janvier 1871. Nous sommes donc au lendemain de cet armistice. La France doit se doter d'institutions solides et élire ses représentants. Jusqu'alors, elle n'avait qu'un gouvernement provisoire. Ces élections législatives, qui élisent donc les députés, voient gagner, comme vous le voyez sur ce diagramme, les monarchistes. C'est-à-dire que, alors même que la Troisième République vient d'être proclamée, les Français majoritairement votent pour des députés monarchistes. Et vous le voyez, on a même une petite partie de bonapartistes. C'est-à-dire que les Français votent pour des députés qui souhaitent le retour de la monarchie ici, voire le retour de l'Empire. Les républicains sont très minoritaires. Ces monarchistes ont été élus notamment parce qu'ils ont été soutenus par les paysans, car les monarchistes étaient pour la paix avec l'Allemagne. Ils étaient lassés de la guerre et ont donc majoritairement voté pour les monarchistes, alors que les républicains étaient davantage pour la continuité de la guerre. Cette Assemblée nationale nouvellement élue, à majorité monarchiste, va choisir pour chef de l'exécutif, c'est le nom que l'on donne avant que les institutions deviennent véritablement stables, et du coup, quelques mois plus tard, il sera nommé président de la République. Ils choisissent donc cet homme que vous connaissez déjà, nous en avons déjà parlé, Adolphe Thiers, un conservateur qui a plusieurs fois et qui va encore changer d'avis politique au cours de sa longue carrière politique. Le petit point que vous devez toujours avoir en tête pour cette leçon, c'est que contrairement à ce que vous connaissez aujourd'hui avec la Ve République, sous la Troisième République, le président de la République n'est pas élu directement par les citoyens. Il n'y a pas d'élection présidentielle à proprement parler. Les citoyens ne vont pas voter pour élire leur président. Ce président de la République est nommé par l'Assemblée nationale, par le Parlement. D'accord ? Dans ce contexte de victoire des monarchistes, plusieurs raisons expliquent que les Parisiens se soulèvent. Alors tout d'abord, les Parisiens sont contre, les royalistes évidemment, contre ces monarchistes, ces députés monarchistes qui viennent d'être élus. Ils ont majoritairement voté pour des députés républicains et eux souhaitaient continuer la guerre. De plus, Adolphe Thiers, nouvellement intronisé chef de l'exécutif, va autoriser l'armée allemande à défiler triomphalement dans Paris. Pour les Parisiens, c'est une humiliation, c'est une forme de provocation. C'est-à-dire qu'ils ont résisté, je vous rappelle, pendant plus de 4 mois lors du siège de Paris, comme ils le pouvaient dans des conditions extrêmement difficiles. De fait, autoriser cette armée contre laquelle ils se sont battus corps et âme à défiler triomphalement dans Paris, sur les Champs-Élysées, c'est une honte pour les Parisiens, qui décident alors, d'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo, de recouvrir leurs fenêtres de drapeaux noirs, la couleur du deuil. Par ailleurs, Adolphe Thiers modifie la capitale de la France, c'est-à-dire que ce ne sera plus Paris, mais Versailles. Pour les Parisiens, c'est une provocation de plus. Versailles est la ville des rois. Versailles, fondée, mise en valeur depuis Louis XIV, et donc pour eux, c'est un signe de retour à une monarchie absolue. De plus, Adolphe Thiers considère que la garde nationale parisienne ne doit plus exister et donc arrête de verser les salaires à la garde nationale parisienne. En mars 1871, le 18 mars 1871, dans ce contexte d'exaspération des Parisiens, un élément va déclencher l'insurrection parisienne. Adolphe Thiers décide le 18 mars 1871 d'envoyer l'armée à Paris pour récupérer les canons de la garde nationale parisienne qui se situait sur la butte Montmartre. Les Parisiens arrivent alors en masse pour défendre la ville et conserver cet armement. Paris se soulève alors contre ce qu'ils nomment les Versaillais, c'est-à-dire les dirigeants de la Troisième République qui ont décidé de s'installer à Versailles, nouvelle capitale de France. Des barricades sont dressées dans toute la ville
et les Parisiens décident d'organiser l'élection d'un nouveau conseil municipal. L'extrême gauche républicaine l'emporte alors, ce qui va à l'encontre totale du gouvernement français qui est alors à majorité monarchiste. Paris se veut indépendante. Paris souhaite se gouverner par elle-même et met donc en place ce qu'on appelle la commune. Les communards vont instaurer de nombreuses réformes. Ils sont portés par un idéal de justice, de liberté, d'égalité. Par exemple, ils vont rendre l'école laïque. Ils vont également doubler le salaire des enseignants. Les usines vont devenir propriété des ouvriers pour quelques mois, etc., etc. Les communards modifient le drapeau. Ils remplacent le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge par le drapeau rouge, symbole de l'insurrection. Ils sont également guidés par de nombreux chants révolutionnaires, parmi lesquels l'Internationale, que vous connaissez encore aujourd'hui normalement. Ce chant a par la suite été repris et traduit dans de nombreuses langues et est devenu un symbole de lutte sociale, principalement dans les milieux d'extrême gauche. Je vous passe le refrain de l'Internationale tout de suite. Néanmoins, ces communards révolutionnaires qui souhaitent inventer un idéal de justice, de liberté et d'égalité, comme je vous l'ai dit, tombent aussi dans l'escalade de la violence, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes exécuter de nombreux otages, notamment des militaires issus des troupes gouvernementales. La guerre civile est à son comble. Versailles, les Versaillais, le gouvernement français et donc Adolphe Thiers souhaitent mettre un terme à cette insurrection. Il envoie alors les troupes militaires dans Paris et c'est ce qui va donner lieu à la Semaine sanglante, qui va durer du 21 au 28 mai 1871. La commune sera alors écrasée dans le sang avec une violence extrême. On compte au minimum 10 000 morts. Les communards qui ne sont pas morts sont jugés par un tribunal militaire et plus de 10 000 d'entre eux également seront condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Parmi tous ces communards, je vais vous demander de retenir simplement un seul exemple, celui de Louise Michel. Alors Louise Michel est une figure emblématique de la commune, mais c'est aussi une figure emblématique de la République, à tel point qu'il y a de nombreux établissements scolaires notamment qui portent son nom. Louise Michel, vous pouvez très bien avoir aux E3C une étude de documents qui porterait sur la commune de Paris et plus précisément sur le rôle qu'a joué Louise Michel dans cette commune. Donc c'est pourquoi vous trouverez une petite vidéo de 8 minutes qui raconte l'engagement de Louise Michel et sa vie. Je vous invite de fait à la regarder.